Salut à tous! Cet épisode est le deuxième de la chaîne qui te dévoile comment bien prendre soin de ton cœur et de tes artères. Et si tu n'as pas vu le premier épisode, va tout de suite le voir, il est ici. Et si vous avez vu le premier épisode, alors vous savez qu'il parlait de ce qu'il ne faut pas faire pour garder un cœur en bonne santé. Allez, c'est parti pour le top 5 des choses à faire pour garder un cœur en pleine forme. Conseil numéro 1, régulez votre poids. L'obésité est une maladie. Être obèse, c'est augmenter son risque de cancer, mais aussi de maladies digestives, articulaires, urinaires, hépatiques, pulmonaires et bien sûr son risque cardiovasculaire. Nous avons tous des morphologies différentes et il ne s'agit pas du tout de blâmer ou de juger les personnes obèses. Néanmoins, le surpoids et a fortiori l'obésité sont des facteurs de risque majeurs pour le cœur. Alors, comment faire la différence entre une personne un peu ronde et quelqu'un qui est réellement en surpoids? Eh bien, c'est simple, il suffit de compter. Il existe pour cela un outil très simple, l'indice de masse corporelle ou IMC. Il se calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille en mètres élevée au carré. Un IMC normal se situe entre 18,5 et 25. Au-delà de 25, il existe plusieurs stades. De 25 à 30, c'est le stade de surpoids. De 30 à 35, l'obésité modérée. De 35 à 40, l'obésité sévère. Et au-delà de 40, l'obésité massive ou morbide. Avec un IMC supérieur à 25, toute perte de poids est donc bonne à prendre. Mais il faut également être réaliste. Une perte de poids de 10% du poids du corps est un énorme gain pour le corps et peut suffire dans un premier temps. Par exemple, si vous pesez 90 kg et mesurez 1,70 m, votre IMC est de 31. Vous êtes donc en obésité modérée. Si vous perdez 10% du poids de votre corps, c'est-à-dire 9 kg, vous ne pesez alors plus que 81 kg et votre IMC descend à 28. Vous n'êtes donc plus obèse, mais seulement en surpoids. Attention cependant à l'IMC. C'est un très bon outil, mais il ne marche absolument pas pour les enfants dont l'IMC varie de manière normale au cours de l'enfance et les femmes enceintes. De la même manière, certaines pathologies peuvent faire varier l'IMC sans faire bouger du tout la masse grasse, à commencer par l'insuffisance cardiaque. Enfin, les personnes très musclées comme les rugbymen ou les haltérophiles ont une masse musculaire très importante, ce qui augmente leur IMC alors qu'ils ont beaucoup moins de masse grasse que vous et moi. Un autre indicateur intéressant est donc le tour de taille. C'est encore plus simple que l'IMC puisqu'il n'y a pas de calcul, il suffit d'un mètre ruban. Le tour de taille se mesure au niveau du nombril, entre les hanches et le dessous des côtes, et il doit être inférieur à 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme. Cette différence s'explique par la répartition des graisses entre les deux sexes. Si les hommes vont prendre du poids principalement au niveau du ventre, les femmes vont plutôt prendre au niveau des hanches, des cuisses et des fesses. Sauf si vous êtes un médecin, parce que si vous êtes médecin, vous devez avoir l'air bien portant et il faut avoir un peu de ventre. Dans tous les cas, la perte de poids doit être centrée sur une perte de masse grasse et surtout, elle doit être stable dans le temps. C'est pour cela qu'il est fondamental de commencer ou de continuer à faire du sport quand vous voulez perdre du poids, car toute perte de poids va s'accompagner également d'une perte de masse musculaire et ça, on veut éviter. Donc, si vous êtes en surpoids et a fortiori si vous êtes obèse, parlez-en à votre médecin pour trouver ensemble les solutions pour perdre du poids. L'obésité est une maladie très complexe et sa prise en charge peut et doit faire intervenir beaucoup de professionnels de santé différents. Médecins bien sûr, mais aussi diététiciens, nutritionnistes, infirmiers, psychologues, coachs sportifs, addictologues, etc. Ne vous lancez pas tout seul dans un régime miracle vu sur internet, faites-vous plutôt accompagner par une équipe spécialisée et expérimentée. Conseil numéro 2, détendez-vous. Le stress est un facteur de plus en plus reconnu dans les maladies en général et les maladies cardiovasculaires n'y échappent pas. Un bon équilibre psychique et mental est donc indispensable. Ayez des amis, soyez proches d'eux et passez du temps ensemble.
Cultivez vos passions, faites du yoga, allez marcher avec votre compagnon ou votre compagne, faites de la peinture, que sais-je encore, apprenez à broder, passez du temps avec vos petits-enfants, bref, soyez heureux. Une étude a montré que le fait de se sentir bien et d'avoir des pensées positives influait notre alimentation. Une autre équipe de chercheurs a démontré qu'il y avait une association forte entre les niveaux de stress et le risque cardiovasculaire chez des personnes de plus de 30 ans. Le fait de vivre les choses en pleine conscience aurait également probablement un impact sur la santé cardiovasculaire, mais les études sont plus récentes et moins poussées. Je vous invite néanmoins à passer le test, je vous l'ai mis en description, pour savoir si vous avez un haut niveau de pleine conscience. Vous répondez aux questions, puis vous faites la moyenne de votre score. Vous aurez un chiffre entre 1 et 6, et plus vous êtes proche de 6, plus vous vivez les choses en pleine conscience, et donc plus vous seriez en bonne santé cardiovasculaire selon cette étude. Mettez-nous votre score dans les commentaires et partagez l'épisode avec vos amis pour les comparer. Perso, je suis à 3,87. Conseil numéro 3, mangez des légumes. Une revue de la littérature de 2017 vous conseille donc d'axer votre consommation sur la tomate, l'oignon, la laitue, l'asperge et le brocoli, mais également sur le soja, l'igname et, plus étonnant, la pomme de terre. Tous ces aliments contiennent des fibres bien sûr qui vont améliorer le transit et la digestion, mais aussi des vitamines, des minéraux, des protéines et peut-être même certaines propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui réduiraient le risque cardiovasculaire. Une autre revue met également en lien une consommation importante de végétaux et une bonne santé cardiovasculaire, la palme revenant aux choux et aux légumes verts. Alors on a tous en tête l'adage du Plan National Nutrition Santé qui nous recommande 5 fruits et légumes par jour. Une étude publiée dans le Lancet en 2017 est menée sur 10 ans avec plus de 130 000 participants dans 18 pays différents montre que le plus fort bénéfice cardiovasculaire reviendrait pour une consommation par jour de 3 à 4 fruits et légumes, soit environ 4 à 500 grammes de fruits et légumes par jour. Donc mangez des fruits, mangez des légumes et mangez-en plein, au moins 500 grammes par jour. Pour vous donner une vague idée, une pomme ou une orange pèse environ 200 grammes, un abricot 45 grammes et une fraise 10 grammes. Pour les légumes, une assiette de soupe correspond à peu près à 250 à 300 grammes, une tomate ou une carotte 100 grammes et un quart de chou 500 grammes. Pour avoir un apport en fruits et légumes qui protège votre cœur, il vous suffit donc de manger une carotte râpée le midi, suivie d'une petite assiette de haricots verts, et le soir, une belle assiette de soupe avec 2 abricots. Conseil numéro 4, faites du sport. Alors ce conseil doit se diviser en 2 parties. On a d'une part l'activité physique, qui est le fait d'utiliser ses muscles au quotidien pour les déplacements par exemple, comme la marche, et cela s'oppose à la sédentarité, qui est le fait de rester assis ou allongé plus de la moitié du temps d'éveil. D'un autre côté, on a le sport, qui est le fait de faire volontairement une activité physique généralement plus intensive, comme par exemple faire des abdos, faire un footing, mais ça marche aussi très bien avec un match de foot ou de basket. L'homme, mangeant, ne peut se bien porter s'il ne fait aussi de l'exercice. Œuvre complète d'Hippocrate, volume 6 du régime, livre 1er, paragraphe 2. Non mais... Pour ce qui est de l'activité physique légère à modérer, comme aller marcher, jardiner ou se promener à vélo, on recommande 30 minutes à 1 heure par jour. Cela regroupe le fait d'aller volontairement faire une activité physique, mais également les déplacements et les loisirs. En fait, si vous jardinez un peu et que vous allez chercher votre pain à pied, vous arrivez assez rapidement à cette activité de 30 minutes à 1 heure par jour. On peut aussi exprimer cela en nombre de pas par jour et il faut alors compter au minimum 6000 pas par jour. Tous les smartphones sont désormais équipés d'un podomètre, ce qui vous permet de suivre votre activité physique facilement. Ensuite, il y a l'activité physique intense, celle qui essouffle et qui fait transpirer. On regroupe dans cette catégorie la course à pied, le vélo rapide, mais également tous les sports collectifs. Cette activité physique ne va pas avoir exactement le même impact sur le corps, puisqu'on va demander plus vite et de manière plus intense. On va donc muscler le cœur et les autres muscles de manière plus efficace. Pour être optimale, cette activité physique doit être réalisée pendant 1 à 2 heures et ce, 1 à 3 fois par semaine.
Au mieux, il faut donc faire 30 à 60 minutes de marche par jour, en comptant les déplacements et les activités quotidiennes, plus 1 à 2 heures de sport 1 à 3 fois par semaine. Alors ça, c'est ma recette perso pour vous simplifier la vie, puisque les recommandations de l'OMS sont un peu plus alambiquées. En gros, l'OMS recommande 2h30 d'activité physique modérée par semaine, par tranche de 10 minutes minimum à chaque fois, ou bien 1h15 d'activité intense par semaine, toujours par tranche de 10 minutes minimum. Ou bien un mélange des deux qui fasse à peu près la même chose. Et pour avoir un vrai bénéfice sur la santé, l'OMS recommande même 5 heures d'activité modérée par semaine ou 2h30 d'activité intense par semaine ou un mélange des deux. Conseil numéro 5, limitez l'alcool. En France, on aime bien boire du vin, de la bière et même du rhum et du whisky. Mais l'alcool n'est pas du tout l'ami de notre corps. Vous le savez déjà, l'alcool, ça donne des cancers de à peu près partout, surtout si c'est associé avec le tabac. Mais chose qui était très peu débattue jusqu'à il y a quelques années, il est possible qu'il n'y ait absolument aucun seuil en dessous duquel l'alcool n'ait aucun effet délétère sur la santé, sur le risque de cancer, mais aussi peut-être sur le risque cardiovasculaire. En fait, ce débat a été rouvert il y a une dizaine d'années et remet en question le French Paradox. Alors le French Paradox, c'est une théorie qui date des années 80 et qui fait suite à un constat étrange. En France et principalement dans le sud-ouest, les gens se gavent de foie gras et de confit de canard, qui sont des matières grasses animales, et pourtant ils n'ont pas plus que ça de maladies cardiovasculaires, ce qui est étrange. C'est un fait épidémiologique réel, mais le problème c'est que ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on pensait savoir jusqu'ici. L'hypothèse a donc été posée que c'était le vin rouge et principalement les polyphénols contenus dans celui-ci qui protégeaient le cœur et contrebalançaient le surrisque d'une alimentation très riche en graisse. Sauf que aucune étude n'a jamais réussi à démontrer cette théorie. Beaucoup de chercheurs travaillent encore sur le sujet et des dizaines de publications sortent chaque année à propos de ces fameux polyphénols et de ce French Paradox. D'autres théories ont été soulevées, comme par exemple le fait que ce soit le fromage au lait cru qui nous protège, ou encore l'huile d'olive. Bref, on ne sait pas. Ouais, l'huile d'olive c'est trop bon. Et puis nous, en Grèce, on en fait plein. Et puis du vin aussi. Le bon vin grec. Boire du vin, c'est bon pour la santé. Mais il faut adapter le type de vin en fonction de la pathologie. Moi, j'ai fait tout un chapitre là-dessus. Mais après réflexion, j'ai quand même un doute. Parce que j'adore ça, moi, le vin. Donc je suis pas sûr d'être super objectif. Alors du coup, l'alcool, bon pour le cœur ou pas? Eh bien, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'alcool est un facteur de risque majeur de cancer et ce, sans effet seuil. Ça a été démontré déjà depuis un moment. Malheureusement, il semble que les politiques de santé publique n'aient pas forcément très envie de mettre l'accent dessus. Une étude de 2018 a montré que les pays anglophones échouaient lamentablement à informer la population sur les risques réels de la consommation d'alcool, même modérée. Et en France, c'est encore pire. Entre les ministres et les politiques qui multiplient les sorties pour encourager la consommation d'alcool, je crois pas que le vin soit un alcool comme les autres. Le lobbying du vin français très puissant sur le territoire et également une histoire et un patrimoine très enraciné dans la production et la commercialisation d'alcool, c'est compliqué de porter un message clair. Mais je vais quand même essayer. Considérez l'alcool comme la cigarette. C'est cool, ça détend, c'est sympa à partager entre amis ou avec des proches, mais c'est un risque à chaque dose. En Europe, l'année dernière, l'alcool a tué près de 80 000 personnes, et ce, seulement avec les cancers. Et c'est plus de 2 millions d'années de vie en bonne santé qui ont été perdues à cause de la mortalité, mais aussi des séquelles dues à la consommation d'alcool. Alors bien sûr, boire une bière de temps en temps ou un bon verre de vin sur une entrecôte ou même se bourrer la gueule au 31 décembre à cause de cette année de merde qu'on vient de passer, c'est tentant et personne ne vous jettera la pierre puisque tout le monde le fait. Mais soyez conscient du risque réel pour votre santé. Même si le French Paradox est vérifié et c'est un fait épidémiologique, les potentiels effets bénéfiques de celui-ci sont très largement compensés par les effets négatifs de l'alcool sur la santé. Voilà, vous savez maintenant quoi mettre sur la liste de vos bonnes résolutions pour l'année prochaine. Si votre IMC est supérieur à 25, essayez de perdre du poids progressivement en continuant le sport.
Une perte de 10% du poids du corps est un très bon objectif, réaliste et atteignable. Commencez par diminuer un peu les quantités, faire un peu plus de sport et si votre IMC est supérieur à 30, parlez-en à votre médecin pour qu'il trouve des solutions avec vous et vous oriente éventuellement vers des équipes ou des professionnels de santé disposés et expérimentés. Détendez-vous, trouvez une passion qui vous pousse vers l'avant et soyez heureux. Si vous êtes d'un naturel plutôt anxieux ou stressé, mettez-vous au yoga, à la méditation ou à la relaxation et essayez de profiter de chaque instant. Mangez des légumes, au moins 400 à 500 grammes de fruits et légumes par jour et si possible de saison. Essayez également de les cuisiner vous-même pour contrôler ce que vous mettez de sel et de matière grasse en plus. Bougez-vous, allez au travail à vélo ou alors allez chercher votre pain à pied. Et si vous travaillez à un bureau, faites des pauses régulièrement pour marcher un peu et vous dégourdir les jambes. Et quelques fois dans la semaine, 1 à 3 fois, essayez de faire des séances de renforcement musculaire ou allez courir. Enfin, ne buvez pas d'alcool ou alors ayez-en une consommation raisonnable. Alors ce terme dépend de chacun, mais sachez que les recommandations françaises préconisent un maximum de 10 verres d'alcool par semaine, avec un maximum de 2 verres d'alcool par jour et au moins un jour dans la semaine sans boire. Suivre ces conseils n'est pas facile, mais il est important d'essayer chacun à notre rythme de se rapprocher de ces standards. Les maladies cardiovasculaires représentent encore en France la 2e cause de mortalité, juste après les cancers. Et elle était la première cause de mortalité jusqu'en 2004. Cela montre que nous avons fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Et vous, quelle sera votre prochaine résolution? Dites-le nous dans les commentaires. Moi, ma première bonne résolution de la nouvelle année, ce sera de diminuer ma consommation d'alcool. Je vais essayer de descendre à seulement 5 verres de vin par jour. N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique et ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez des doutes, consultez votre médecin traitant. De la même manière, ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet et ne prennent pas en compte les facteurs particuliers comme les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques. Dans tous les cas, consultez votre médecin traitant. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!